Ma mère m'a posé un ultimatum. Donne ton appartement à ta sœur ou tu es exclu de la famille. Alors, j'ai publié nos conversations enregistrées sur la page Facebook de la ville. L'audit de l'église qui a suivi a révélé qu'il manquait 12 000 $. Bonjour à tous. L'histoire d'aujourd'hui va vous époustoufler, mais très vite, si vous aimez ce contenu, cliquez sur le bouton d'abonnement. La chaîne a été un peu silencieuse ces derniers temps, et votre soutien fait que tout continue. Plongeons-nous. Message initial. Ma mère veut que je quitte mon appartement pour ma sœur en difficulté. Je m'appelle Michael et j'ai 30 ans. J'ai passé les 5 dernières années à construire une vie dans notre petite ville du Connecticut, Millbridge, peuplée de 8000 habitants. Tout le monde se connaît ici, ce qui rend ce que je suis sur le point de partager encore plus significatif. Je suis revenue à Millbridge après l'université pour aider à prendre soin de ma grand-mère pendant ces dernières années. Elle m'a laissé son appartement de 2 chambres en centre-ville quand elle est décédée. Ce n'est rien d'extraordinaire, mais c'est le mien légalement, moralement et émotionnellement. Je l'ai rénové moi-même, passant des week-ends à décaper de vieux papiers peints, à poncer les parquets et à en faire quelque chose dont je suis vraiment fière. Ma mère, Patricia, a toujours été la citoyenne modèle de la ville. Elle dirige le comité caritatif de l'église locale, organise des collectes de fonds et a soigneusement cultivé une image de femme chrétienne parfaite. Les gens l'arrêtent sur Main Street pour la remercier de divers actes de gentillesse. Ce qu'ils ne voient pas, c'est la femme qui manipule émotionnellement ses enfants depuis des décennies. Ma sœur Rebecca est revenue en ville il y a 6 mois après sa 3e tentative infructueuse de vivre à New York. Elle prétend qu'elle est artiste, bien que je ne l'ai jamais vue terminer un projet. Elle a emménagé chez nos parents, soi-disant temporairement, mais n'a montré aucun signe de recherche d'emploi ou d'appartement. Le problème a commencé il y a 3 semaines lors du dîner du dimanche chez mes parents. J'aidais à débarrasser la vaisselle quand Patricia m'a coincé dans la cuisine. Michael, nous devons discuter de la situation de Rebecca, a-t-elle dit, sa voix portant ce ton familier qui signifiait qu'elle avait déjà décidé quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a, ai-je demandé, bien que je soupçonnais où cela allait. Elle a besoin de son propre espace pour s'épanouir. Vivre avec nous étouffe sa créativité. Il y a beaucoup d'appartements à louer en ville, ai-je dit, continuant à charger le lave-vaisselle. L'expression de Patricia s'est durcie. Ne sois pas délibérément obtus. Tu sais qu'elle ne peut pas se permettre le loyer du marché. Moi non plus quand j'ai commencé à travailler. C'est pourquoi j'ai vécu avec 3 colocataires. Ta sœur est différente. Elle est sensible. Elle a besoin d'être nourrie. Patricia s'est rapprochée, baissant la voix. Tu pourrais rester avec nous un moment, juste le temps qu'elle se remette sur pied. J'ai arrêté ce que je faisais et les regardé directement. Tu me demandes de quitter ma propre maison pour que Rebecca puisse y vivre. Ce n'est pas vraiment la tienne, n'est-ce pas? Maman te l'a laissée, mais elle voulait que cela aide la famille. Rebecca aide la famille. C'est légalement à moi, maman. Grand-mère me l'a spécifiquement laissé. Le masque de Patricia a glissé un instant, et j'ai vu le calcul froid en dessous. Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est ainsi que tu me rembourses en étant égoïste. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. J'ai commandé un ensemble de petits appareils d'enregistrement en ligne. Si Patricia devait intensifier cela, et je savais qu'elle le ferait, j'avais besoin de protection. La confrontation suivante est survenue 4 jours plus tard. Patricia a appelé et m'a demandé de venir, disant que c'était urgent. Quand je suis arrivée, j'ai trouvé ce que je ne peux décrire que comme une intervention. Patricia, mon père Thomas, qui avait l'air mal à l'aise, Rebecca, et la sœur de Patricia, Nancy, étaient tous assis dans le salon. Michael, s'il te plaît, assieds-toi, a dit Patricia, désignant une chaise qu'ils avaient clairement positionnée pour une pression psychologique maximale, me faisant face comme un tribunal. J'ai activé l'application d'enregistrement sur mon téléphone avant de m'asseoir. Nous sommes ici parce que nous t'aimons, a commencé Patricia en utilisant sa voix du comité de bienfaisance. Mais ton égoïsme concernant l'appartement déchire cette famille. Comment exactement ma vie dans ma propre maison déchire-t-elle la famille? Ai-je demandé calmement. Rebecca a commencé à pleurer sur commande. J'ai juste besoin d'une chance, Michael.
Tu as un bon travail. Tu pourrais te permettre un autre endroit. Toi aussi si tu avais un travail? C'est cruel. Nancy a interrompu. Ta sœur est une artiste. Elle a besoin de temps et d'espace pour créer. Elle a eu 6 mois de temps et d'espace, ai-je rétorqué. Patricia s'est levée, se plaçant derrière Rebecca, les mains sur ses épaules. Je vais être très claire, Michael. Si tu ne fais pas ça pour ta sœur, tu es exclu de cette famille. Plus de dîner du dimanche. Plus de vacances. Plus rien. Thomas a finalement pris la parole. Patricia, c'est calme. Thomas, a-t-elle claqué, puis s'est tournée vers moi. Je t'ai tout donné. J'ai sacrifié ma carrière pour t'élever. Je t'ai soutenu à l'université. Et c'est ainsi que tu me rembourses. En regardant ta sœur souffrir alors que tu pourrais l'aider. Maman, tu n'as rien sacrifié. Tu as choisi d'être parent au foyer. Papa a payé mes études, pas toi. Et Rebecca ne souffre pas. Elle choisit de ne pas travailler. Le visage de Patricia s'est tordu de rage. Tu es un petit ingrat. Elle s'est reprise, se souvenant de son public. Je pense que tu devrais partir. Reviens quand tu seras prêt à faire partie de cette famille. Je me suis levée, m'assurant que mon téléphone enregistrait toujours. Je pars, mais je veux être claire sur quelque chose. Cet appartement m'a été laissé par grand-mère parce qu'elle savait que j'en prendrais soin. Elle m'a dit avant de mourir qu'elle était fière de la façon dont je m'étais occupée d'elle. Elle ne te l'a spécifiquement pas laissé, maman, et nous savons tous les deux pourquoi. Le silence s'est fait dans la pièce. Le visage de Patricia est devenu blanc, puis rouge. Comment oses-tu? A-t-elle murmuré. Grand-mère savait exactement qui tu es. Ai-je continué? Elle m'a parlé de l'argent que tu lui avais emprunté au fil des ans. La manipulation, les chantages. Elle m'a laissé cet appartement parce qu'elle savait que tu essaierais de le prendre si elle le laissait à la famille en général. J'ai marché jusqu'à la porte, puis je me suis retournée. Je garde ma maison. Rebecca peut trouver un emploi comme tout le monde. Et si tu veux me couper de la famille à cause de ça, c'est ton choix. Les 2 semaines suivantes ont été un cours magistral en guerre psychologique. Patricia a appelé mon employeur essayant de suggérer que j'avais des problèmes de santé mentale. Elle a contacté mes amis leur disant que j'étais cruelle envers ma sœur handicapée. Rebecca n'a aucun handicap. Elle est même allée chez mes voisins racontant des histoires sur mon égoïsme. Mais j'étais prêt. J'avais tout enregistré. Chaque appel téléphonique, chaque message vocal, chaque confrontation. Le Connecticut est un État où le consentement d'une seule partie est requis, ce qui signifie que je pouvais légalement enregistrer toute conversation dont je faisais partie. Le point de rupture est survenu lorsque Patricia s'est présentée à mon appartement à 23h un mardi soir avec Rebecca. Rebecca sanglotait de façon théâtrale pendant que Patricia frappait à ma porte. « Ouvre cette porte, Michael » a-t-elle crié. « Ta sœur fait une dépression. Elle a besoin d'un endroit sûr où rester. » J'ouvre la porte avec mon téléphone qui enregistre. Il est 23h, maman. Les voisins dorment. Je me fiche des voisins. Ta sœur a besoin d'aide. Rebecca a gémi plus fort. Plusieurs voisins ont ouvert leur porte pour voir ce qui se passait. Si Rebecca a besoin d'aide, emmenez-la à l'hôpital, ai-je dit calmement. C'est du harcèlement. Patricia m'a bousculé pour entrer dans mon appartement. Cela devrait être la maison de Rebecca. Tu tues ta sœur. Maman, tu dois partir ou j'appelle la police. Elle a ri amèrement. Vas-y. Tout le monde dans cette ville me connaît. Ils savent quel genre de personne je suis par rapport à quel genre tu es. C'est à ce moment-là que Monsieur Chen, mon voisin âgé, a pris la parole. Patricia, le garçon a raison. Tu dois partir. Cela dérange tout le monde. Patricia s'est retournée vers lui. C'est une affaire de famille, Robert. N'y mêle pas. Cela devient l'affaire de tout le monde quand vous criez dans le couloir à minuit. A ajouté Madame Davison du 3B. Patricia a attrapé le bras de Rebecca. Viens, ma chérie. Nous partons. Mais ce n'est pas fini,
Michael. Après leur départ, j'ai pris ma décision. Patricia voulait utiliser l'opinion de la ville comme une arme. Très bien. Je donnerai à la ville quelque chose sur quoi avoir une opinion. Mise à jour 1. Les enregistrements deviennent publics. Cela fait une semaine que j'ai posté les enregistrements sur la page Facebook de la communauté de Millbridge, et les retombées ont été au-delà de ce que j'avais imaginé. J'ai passé 3 jours à éditer les enregistrements, m'assurant d'inclure uniquement les parties les plus pertinentes. Les menaces de Patricia, son aveu d'avoir pris de l'argent à ma grand-mère, ses tentatives de manipuler la situation de Rebecca, et le plus accablant, un message vocal qu'elle a laissé où elle a oublié de raccrocher et où on peut l'entendre dire à Rebecca de pleurer plus fort lors d'une de leurs confrontations à mon appartement. Le message était simple. Certains d'entre vous ont entendu des histoires sur ma cruauté envers ma famille. Je pense que vous méritez d'entendre la vérité. J'ai joint un lien Google Drive avec les enregistrements édités, chacun clairement étiqueté et daté. En 6 heures, le message avait plus de 400 réactions et 200 commentaires. La marée de l'opinion publique a tourné si vite que cela m'a donné le coup du lapin. Jennifer Morrison, qui tient la boulangerie locale, a commenté « Patricia m'a commandé un gâteau la semaine dernière et a passé 20 minutes à me dire comment Michael détruisait la famille. J'ai le cœur brisé de l'avoir cru. » Robert Chen a écrit « J'ai vécu à côté de Michael pendant 3 ans. Il a tondu ma pelouse tout l'été dernier quand je me remettais d'une opération. Il n'a jamais rien demandé. » Patricia, d'autre part, m'a demandé de faire un don à sa charité pendant que son fils m'aidait gratuitement. Le commentaire le plus dévastateur est venu de Dorothy Williams, la trésorière de l'église. Je pense qu'il est temps d'auditer les comptes du comité de bienfaisance. Certaines choses commencent à avoir un sens maintenant. Patricia a essayé de minimiser les dégâts. Elle a posté sa propre réponse, qualifiant les enregistrements de sortie de leur contexte et manipulés, mais elle a commis une erreur cruciale. Elle a affirmé qu'un enregistrement particulier était faux, celui où elle admettait d'avoir pris de l'argent à ma grand-mère. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais la version complète non éditée, que j'ai rapidement publiée. Cela incluait elle disant « Maman n'avait de toute façon pas besoin de cet argent. Elle était mourante. » De quoi avait-elle besoin de $5 000 ? La réponse de la communauté a été rapide et brutale. 3 personnes ont démissionné du comité de bienfaisance en 48 heures. Le pasteur de l'église, le révérend James Martin, a publié une déclaration selon laquelle, bien qu'il ne puisse pas commenter les questions de personnel, il prenait très au sérieux les allégations d'irrégularité financière. Rebecca a essayé de sauver la situation en publiant une vidéo larmoyante sur la façon dont elle était victimisée. Mais cela s'est retourné contre elle de manière spectaculaire lorsque plusieurs personnes ont fait remarquer qu'elle portait des vêtements de marque et tenait le dernier iPhone tout en se plaignant de la pauvreté. Mon père, qui avait été largement silencieux pendant tout cela, m'a finalement contacté. Nous nous sommes rencontrés dans un café sur un terrain neutre. « Je ne savais pas pour l'argent de ta grand-mère, a-t-il dit, l'air plus vieux que je ne l'avais jamais vu. Je savais que ta mère pouvait être difficile, mais je ne savais pas pour l'argent. Papa, tu en savais plus que tu n'admets, ai-je dit doucement. Tu l'as regardé faire ça pendant des années. Il a fixé son café pendant un long moment. Peut-être que oui. Peut-être que j'ai juste choisi de ne pas le voir pleinement. C'était plus facile. Il a levé les yeux vers moi. Je suis désolé, Michael. J'aurais dû te protéger, toi et Rebecca, de cela. Rebecca en fait partie maintenant, papa. Elle n'est plus une victime. Je sais, a-t-il dit doucement. Je pense que je le savais depuis un moment. Au cours des jours suivants, les retombées sociales ont continué. Patricia a été invitée à démissionner du comité de bienfaisance. L'invitation à juger le concours annuel de tarte a été annulée. Le club de lecture dont elle faisait partie depuis 15 ans a soudainement eu des conflits d'horaires chaque fois qu'elle essayait d'y assister. Mais le vrai coup est venu lorsque sa sœur Nancy s'est publiquement distancée. Nancy a posté sur Facebook « Je dois m'excuser auprès de Michael Thompson. J'ai été manipulée pour participer à quelque chose que je regrette profondément maintenant. La loyauté familiale ne devrait pas signifier permettre un comportement toxique. Patricia m'a appelé 73 fois en 2 jours.
Elle a laissé des messages vocaux allant de la rage aux larmes en passant par des menaces d'action en justice. J'ai tout enregistré. Mise à jour 2, l'audit et les conséquences. Cela fait 3 semaines depuis ma première mise à jour et la situation a explosé au-delà de Millbridge. L'audit de l'Église a révélé que Patricia avait détourné des fonds de la charité pendant des années. Rien de massif. 100 ici, 2 cents là, mais cela a totalisé près de $12 000 sur 5 ans. Elle avait été astucieuse, marquant des achats personnels comme des frais administratifs et des dépenses discrétionnaires d'urgence. L'histoire a été reprise par le journal d'État. Le titre était « Coordinatrice de la charité d'une petite ville exposée par les enregistrements du fils ». L'image soigneusement élaborée de Patricia ne s'est pas seulement effondrée, elle a été anéantie. Les implications juridiques étaient importantes. Le bureau du procureur de district a ouvert une enquête. Bien que Patricia ne risquerait probablement pas la prison, les montants étaient trop faibles et les preuves trop circonstancielles pour une affaire pénale solide. Les implications civiles étaient graves. L'Église a intenté un procès pour récupérer les fonds. La situation de Rebecca s'est rapidement détériorée. Sans la protection et les ressources de Patricia, elle a été forcée de faire face à la réalité. Les vêtements de marque et les derniers appareils électroniques, tous achetés avec l'argent que Patricia lui avait donné. Argent que nous savions maintenant provenir de la charité. Rebecca a essayé de retourner certains articles, mais il était trop tard. Elle s'est présentée à mon appartement mardi dernier, et pour une fois, elle ne jouait pas la comédie. « J'ai besoin d'aide », a-t-elle dit simplement. « Quel genre d'aide ?» ai-je demandé, n'ouvrant pas complètement la porte. « J'ai besoin d'une référence d'emploi. Personne en ville ne veut m'embaucher. »« Rebecca, tu n'as jamais eu d'emploi pour que je te référence. Alors j'ai besoin d'argent pour quitter la ville. »« Non. » Elle m'a regardé longuement. « Tu as détruit notre famille. »« Non, Rebecca. Maman a détruit notre famille. J'ai juste arrêté de la laisser m'utiliser comme dommage collatéral. Elle fait une dépression, tu sais. Papa a déménagé. Elle est seule dans cette grande maison et personne ne veut lui parler. C'est la conséquence de ses choix. » Le visage de Rebecca s'est tordu. « Tu apprécies ça ? » ?»« Non, ai-je dit honnêtement. Je n'apprécie pas ça. Je n'en souffre plus, c'est différent. » Elle est partie sans un mot de plus. J'ai appris plus tard qu'elle avait emménagé avec une amie à Boston, enfin forcée de trouver un emploi dans un café. L'enquête a révélé autre chose. Patricia faisait cela depuis bien plus longtemps que quiconque ne le réalisait. D'anciens membres du comité ont fait part de leurs soupçons qu'ils avaient eus il y a des années, mais n'avaient pas poursuivi. Des parents, dont les enfants avaient reçu des bourses de la charité, ont découvert que l'argent n'était jamais venu de la charité du tout. Patricia décidait unilatéralement qui méritait de l'aide et qui ne le méritait pas, empochant le reste. Mon père a demandé le divorce. Il m'a envoyé un email qui disait simplement « J'aurais dû faire ça il y a 20 ans. Je suis désolé qu'il ait fallu ton courage pour me montrer le mien. » Mise à jour 3, le nouveau départ. Cela fait 2 mois que tout a explosé et j'écris ceci depuis mon nouvel appartement à Burlington, Vermont. J'ai quitté Millbridge il y a 3 semaines. L'appartement de grand-mère, est loué à un jeune couple avec un bébé. Ils en prennent bien soin, et le loyer couvre mon nouvel endroit ici avec un peu de reste. La décision de partir n'était pas une fuite. Il s'agissait de reconnaître que Millbridge ne serait plus jamais une maison. Pas vraiment. Chaque coin de rue détenait un souvenir qui était maintenant entaché. Chaque visage familier un rappel de la façade avec laquelle nous avions tous vécu si longtemps. La chute de Patricia a été complète mais anticlimatique. L'Église a réglé l'affaire à l'amiable. Elle a accepté de rembourser $8 000 sur 3 ans et de ne plus jamais occuper un poste de responsabilité financière dans une organisation à but non lucratif. L'enquête criminelle a été abandonnée faute de preuves suffisantes pour des poursuites. Bien que les dommages à sa réputation soient irréversibles, elle m'a envoyé une dernière lettre transmise par mon père. J'ai hésité à la lire, mais la curiosité a gagné. Michael, tu penses peut-être que tu as gagné, mais tout ce que tu as fait, c'est détruire quelque chose de beau au nom de la vérité.
Parfois les mensonges sont de la gentillesse. Parfois la manipulation est de l'amour. Je t'ai tout donné, et tu ne m'as donné que de l'exposition et de l'humiliation. Ta grand-mère t'a empoisonné contre moi depuis le début. Elle était jalouse de mon influence, de ma position dans la communauté. Elle t'a donné cet appartement pour nous diviser. Et félicitations, ça a marché. J'espère que ta vérité vertueuse te tiendra chaud la nuit. J'espère que tes principes te tiendront bonne compagnie car tu les as choisis plutôt que la famille, et la famille était tout ce qui comptait pour moi. Ne me contacte plus. En ce qui me concerne, je n'ai pas de fils, Patricia. Même dans sa dernière communication, elle n'a pas pu prendre ses responsabilités. Tout était la faute de quelqu'un d'autre. La mienne, celle de grand-mère, celle de la communauté, jamais la sienne. Mon père, d'autre part, s'est reconstruit. Il a déménagé dans un petit appartement de l'autre côté de la ville, a commencé une thérapie et a même rejoint un club de randonnée. Nous parlons une fois par semaine maintenant, et pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression de le connaître vraiment. Je l'ai soutenu pendant si longtemps, m'a-t-il dit lors de notre dernier appel. Je pensais que je maintenais la paix, mais je permettais simplement au dysfonctionnement de s'épanouir. Rebecca ne m'a pas contacté depuis ce jour à mon appartement. J'entends par papa qu'elle est toujours à Boston, toujours en train de travailler au café. Elle a apparemment commencé à suivre des cours au collège communautaire. Peut-être qu'elle s'en sortira, peut-être pas. Ce n'est plus mon problème. Les enregistrements ont pris une vie propre en ligne. Quelqu'un les a transformés en épisodes de podcast sur les dynamiques familiales toxiques. Une professeure de psychologie m'a contacté pour me demander si elle pouvait les utiliser dans son cours sur la manipulation émotionnelle. C'est étrange de penser que l'implosion de notre famille est devenue du matériel pédagogique, mais si cela aide quelqu'un d'autre à reconnaître ces schémas plus tôt, peut-être que quelque chose de bon peut en découler. J'ai commencé une thérapie moi-même ici à Burlington. Ma thérapeute, le docteur Sarah Martinez, m'a aidé à comprendre que ce que j'ai vécu n'était pas seulement de la manipulation. C'était un abus émotionnel systématique qui avait été normalisé au sein de notre structure familiale. L'enregistrement de ces conversations n'était pas une vengeance, m'a-t-elle dit. C'était une validation. Tu avais besoin de preuves, non seulement pour les autres, mais pour toi-même, que ce que tu vivais était réel. Elle a raison. Pendant des années, j'ai douté de mes propres perceptions. Patricia était si douée pour le gaslighting, pour me faire douter si j'étais vraiment l'égoïste, le cruel, l'ingrat. Les enregistrements étaient mon ancre à la réalité. Je me suis fait des amis ici à Burlington. Ils ne connaissent pas toute l'histoire, juste que j'ai eu une dispute avec ma famille et que j'ai recommencé à zéro. C'est libérateur d'être connu pour qui je suis plutôt que pour le fils de qui je suis. La semaine dernière, j'ai reçu un message de Jennifer Morrison, la propriétaire de la boulangerie de Millbridge. Elle voulait que je sache que la communauté avait créé un nouveau comité de bienfaisance avec des finances complètement transparentes et une surveillance appropriée. Ce qui s'est passé avec ta mère a été un signal d'alarme, a-t-elle écrit. Nous étions tous trop confiants, trop disposés à laisser le charme remplacer la responsabilité. Dernière mise à jour. 6 mois plus tard. J'écris cette dernière mise à jour depuis un café à Burlington, regardant la première neige de l'hiver tomber dehors. Cela fait 6 mois que j'ai publié ces enregistrements, et je me sens enfin prêt à clore ce chapitre. Patricia vit toujours à Millbridge, mais elle n'est qu'une ombre d'elle-même. Selon les quelques personnes à qui je parle encore de chez moi, elle quitte rarement la maison. La femme qui tenait autrefois la cour à chaque événement social fait maintenant ses courses à des heures impaires pour éviter de rencontrer qui que ce soit. La maison dont elle était si fière est à vendre. Elle ne peut pas se permettre de l'entretenir seule, surtout avec les paiements de règlement. Thomas, j'ai commencé à penser à lui comme Thomas plutôt que papa, ce qui semble plus sain, s'est vraiment transformé. Il m'a envoyé des photos de son récent voyage au Colorado où il est allé faire de la randonnée avec sa nouvelle petite amie, Amanda. Il a l'air heureux d'une manière que je n'ai jamais vue pendant mon enfance. Nous construisons quelque chose de nouveau, pas exactement une relation père-fils, mais quelque chose d'honnête et de réel. J'ai gâché tant d'années, m'a-t-il dit lors de sa visite le mois dernier. Mais je ne vais plus en gâcher.
Rebecca m'a contacté une fois il y a environ un mois. Non pas pour s'excuser ou se réconcilier, mais pour m'informer qu'elle commençait une thérapie et qu'elle devait couper tout contact avec toute la famille dans le cadre de son processus de guérison. J'ai respecté cela. Peut-être qu'un jour elle sera prête à avoir une conversation honnête. Peut-être pas. Quoi qu'il en soit, je lui souhaite bonne chance de loin. Le développement le plus surprenant est venu d'une source inattendue. La meilleure amie de ma grand-mère, Eleanor, m'a contactée après avoir vu l'histoire dans le journal. Elle avait des lettres, des dizaines d'entre elles, que ma grand-mère avait écrites au fil des ans, documentant le comportement de Patricia. Grand-mère savait tout et avait essayé de me protéger de la seule façon qu'elle pouvait en me laissant quelque chose que Patricia ne pouvait pas manipuler. Une lettre datée d'un mois seulement avant la mort de grand-mère disait « Eleanor, je m'inquiète de ce qui arrivera à Michael quand je serai partie. » Patricia lui a toujours reproché de trop me ressembler. Trop têtue pour être manipulée, trop lucide pour être gaslightée. L'appartement n'est pas seulement une propriété. C'est sa porte de sortie s'il en a besoin. Je prie pour qu'il soit assez fort pour l'utiliser. J'ai pleuré en lisant ça. Grand-mère avait tout vu et m'avait donné les outils pour me sauver, même d'outre-tombe. L'appartement de Millbridge continue de générer un revenu locatif stable, ce qui m'a permis de poursuivre certains rêves que j'avais mis en suspens. Je suis des cours du soir en développement web, quelque chose que j'avais toujours voulu faire, mais que je n'avais jamais eu l'espace mental pour cela tout en gérant les drames familiaux. Mon thérapeute dit qu'il est courant que les survivants d'abus émotionnels découvrent de nouveaux intérêts une fois qu'ils sont libérés du stress constant de la gestion des émotions de leurs agresseurs. J'ai également commencé à faire du bénévolat auprès d'une organisation locale qui aide les jeunes adultes éloignés de leur famille. Partager mon histoire dans des groupes de soutien a aidé d'autres personnes à réaliser que parfois la chose la plus saine que l'on puisse faire est de partir. Que la famille ne devrait pas être une peine à perpétuité si cette famille est toxique. Le facilitateur d'un groupe m'a dit quelque chose qui m'est resté. Les gens comme Patricia comptent sur le désir de leur cible d'être bonne, d'être aimante, d'être belle. Ils transforment ces belles qualités en armes. Se libérer, ce n'est pas devenir cruel. C'est reconnaître que votre gentillesse ne devrait pas être une arme utilisée contre vous. Il n'y a pas de conclusion satisfaisante à cette histoire. Pas de moment de réconciliation ou de pardon. Patricia n'admettra jamais que ce qu'elle a fait était mal. Elle ira à sa tombe en croyant qu'elle était la victime, que j'étais le méchant qui a détruit notre famille parfaite sans raison. Mais j'ai fait la paix avec ça. J'ai appris que la fermeture n'est pas quelque chose que l'on obtient des autres. C'est quelque chose que l'on crée pour soi-même. Ma fermeture est venue le jour où j'ai signé le bail de mon appartement de Burlington, le jour où j'ai choisi ma propre paix plutôt que le dysfonctionnement familial. J'ai toujours tous les enregistrements sauvegardés à plusieurs endroits. Non pas parce que je compte les utiliser à nouveau, mais parce que les mauvais jours, et il y a encore des mauvais jours, j'ai besoin de me rappeler que cela est vraiment arrivé, que je n'étais pas fou, ni cruel, ni ingrat. J'étais juste un fils qui refusait d'être manipulé davantage. Les gens me demandent parfois si je regrette d'avoir rendu les enregistrements publics, si j'aurais préféré gérer cela en privé. La réponse est non. Patricia avait bâti son pouvoir sur la perception publique. Il était donc juste que la perception publique soit sa chute. Elle a créé les règles du jeu. J'ai juste mieux joué qu'elle ne s'y attendait. En terminant cette dernière mise à jour, je veux dire quelque chose à quiconque lit ceci et qui pourrait se trouver dans une situation similaire. Documentez tout. Faites confiance à votre instinct et rappelez-vous que la famille n'est pas un laissez-passer pour l'abus. Le sang est peut-être plus épais que l'eau, mais il n'est pas plus épais que votre droit à la paix, au respect et à la santé mentale. La neige tombe plus fort maintenant, et Burlington se transforme en un pays des merveilles hivernales. Je rencontre des amis pour le dîner bientôt. Des amis qui me connaissent comme Michael, pas comme le fils ingrat de Patricia ou le frère cruel de Rebecca. Juste Michael, c'est assez. Plus qu'assez, en fait. C'est tout. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci de votre lecture. Je ne mettrai plus à jour, mais j'espère que mon histoire aidera quelqu'un d'autre à trouver le courage de tenir tête à sa propre Patricia. N'oubliez pas, enregistrer la vérité n'est pas cruel. C'est une protection. Et parfois,
La chose la plus aimante que l'on puisse faire pour une famille toxique est de la quitter. Restez fort, Michael.